C'était pas si drôle, je suis désolé. Non, je m'excuse. Je propose que la blague, genre, moi je dis. C'est même pas encore pas drôle. J'ai pas compris. C'est de la Oui, bien sûr. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce 65e épisode de Comics Outcast. Toutes les 2 semaines sur Radio Kawa, on met le cap sur la galaxie des comics et on vous emmène pour explorer avec nous tous ces recoins. Moi, c'est Eric aux commandes de l'émission avec Adrien, notre réalisateur. Oui! On l'entend avec sa petite voix frêle tout au fond du studio. Cette semaine, 3 chroniqueurs autour des micros du studio de la buanderie. Il y a Grégo. Oui. Comment ça va? Très très bien. Quoi que tu lis en ce moment? Alors, j'ai pas beaucoup le temps de lire. J'ai commencé un truc dont j'ai oublié le titre, mais vous allez trouver. C'est une petite parution format comics, mais avec que des auteurs français. Il y a un 8 dedans. Je suis sûr que Daniel va trouver. Sense8, je sais pas. Non, un truc bien. Oh, on se calme tout de suite. Sensei, c'est cool, d'accord. Bref, je vous retrouverai le titre. D'accord. Rapidement. Avec nous également, chroniqueur Yazef. Salut Eric, comment vas-tu? Tu lis quoi en ce moment? Tu fais le coup à chaque fois Ouais. et c'est ça un gros marche, piège. t'as vu? Et ben là, je lisais Civil War 2. C'est vrai? Et Ouais. t'as kiffé ou pas? Je donnerai mon avis un petit peu plus tard dans l'émission. Et toi alors, comment ça va? Ça va, je te remercie Eric. Qu'est-ce que tu lis? Là, je suis en train de lire X23. Ah, qui va bien Du te revenir au goût du jour. Ouais. Enfin, même pas pour ça, parce que j'ai lu le compendium de son origin story il y a pas longtemps et j'avais envie de continuer un petit peu son truc et je trouve que c'est un personnage intéressant sur lequel je m'étais vraiment pas trop attaché à la base. Donc, La petite Laura avec ses griffes. Et enfin, on en entend parler dans beaucoup d'endroits de la presse, ces histoires d'emploi fictifs. Et ben on a retrouvé le coupable, c'est Dan. Make Comic Outcast Great Again. Oh là là, double. Ok, comment ça va Daniel? Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu. Ça va bien, écoute, je soutiens Pénélope. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Je lis tellement de choses, est-ce que tu veux que je me limite à un truc? Qu'est-ce que t'as lu la dernière page que t'as tournée avant de venir en tant que comics. Karnak de Warren Ellis. Ah oui, très blanc et très vert. On a un programme très sympathique pour vous aujourd'hui. Dans les revues, on va aller au-delà de la mort dans Reborn, on va aller au-delà du passé dans La Famille Pierre à Feu, et on va aller au-delà du... dans House of Penance. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi ils font des gueules chez nous. On va en discuter ensemble un peu plus tard. Dans la deuxième partie de l'émission, nous reviendrons sur l'event Marvel Comics de la fin 2016, Civil War 2, qui s'est achevé il y a quelques semaines. Et comme d'habitude, pour donner votre avis sur les titres évoqués, nous recommander des lectures ou juste dire bonjour, direction les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, #ComicsOutcast. Qu'est-ce que tu me montres, Grégo? J'ai retrouvé le titre. Ça s'appelle Infinity 8 ou peut-être Infinity 8. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. On va demander à Zef comment ça va. Non, je rigole. Ça va et toi Eric? Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Oh là là, très Pas mal, très... quand on va commencer la vraie prise, ça va être chaud. Hein. Ouais. Grave. Bon allez, on recommence. Comics Outcast numéro 65, c'est parti. Les revues, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous choisissons 3 comics dans les publications récentes. Dans une grande variété d'éditeurs, nous les lisons chacun de notre coin et on en discute ici pour la première fois. Le premier comics dont on va parler cette semaine, c'est Reborn et c'est toi, Grégo, qui l'as choisi. C'est exact. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce comics Image? Alors, je peux vous dire que c'est issu de la coordination de Mark Millar et Greg Capullo. Coordination, c'est pas le mot que je cherchais. Collaboration. J'ai beaucoup de mal à trouver mes mots ce soir. Et c'est absolument pas donc Image, c'est collaboration. Millar World, excusez-moi. C'est pas Image, tu vois. Non. Ok, d'accord. Moi, j'espère que j'ai lu le bon truc. Non, donc Reborn, Mark Millar, pour vous situer un peu, pour ceux qui connaissent pas, on peut donner au moins 1 ou 2 références qui sont Kick-Ass, Wanted, Greg Capullo qui dessine depuis bien une 30aine d'années maintenant, dans les années 90, X-Force. Récemment, il a bossé sur Batman. Oui, c'est le dernier gros truc sur lequel il était ces dernières années. Donc on les retrouve tous les deux dans cette histoire qui va nous parler de vie après la mort. Donc on suit l'histoire de Bonnie, qui est une octogénaire en fin de vie, qui dans tout le premier numéro donc, va faire un petit peu le bilan de sa vie, les gens qu'elle a connus, les proches qu'elle a perdus. Son mari d'abord, abattu par un sniper, donc c'est des choses qui arrivent aux États-Unis, on peut se faire abattre par un sniper. Ça devient une chose un peu commune là-bas, effectivement.
son père, sa mère, et puis maintenant elle est seule, elle fait un peu le bilan, elle reparle un peu de sa vie, et tu sens que son heure va arriver. Toute cette première partie en fait du numéro est assez intéressante au niveau de la réflexion en fait sur la mort. On a l'impression que on va nous parler d'une œuvre assez spirituelle qui va nous faire un peu réfléchir sur le sens de la vie et sur un peu le rôle de la mort, qu'est-ce qu'apporte la mort à la fin de ta vie. Et donc en effet, ça ne va pas y manquer, à peu près aux 3/4 du premier numéro, elle va passer l'arme à gauche, comme disent les gens qui parlent avec des proverbes. Elle va être emportée sur le bloc opératoire, et là, on suppose qu'elle meurt pour finalement se réveiller, réapparaître dans un monde médiéval fantastique, aux côtés d'un gros moustachu musculeux avec une hache à deux mains en train d'éclater un dragon. Donc niveau spiritualité, tu te dis oh, il s'est passé quelque chose, de quoi on va me parler, ça s'accroche. Ils sont où les nuages blancs, les petits anges. Et voilà, ça c'est la fin de la première issue, et d'autant plus qu'elle va s'apercevoir premièrement qu'elle n'a plus son corps d'octogénaire, mais plutôt elle retrouve son corps de jeune fille qu'on pourrait qualifier de plantureuse, parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent quand même. Et le gros moustachu avec une hache à deux mains n'est autre que son papa, qui lui aussi a rajeuni. Un gros hasard quand même de se retrouver comme ça dans l'au-delà. Et donc ce premier numéro se termine un peu là-dessus. En lisant ça, j'étais un peu désarçonné entre la différence de ton entre tout le début de l'histoire en fait, qui était très porté, pas philosophique quand même, mais on avait l'impression qu'il y avait une vraie réflexion. Et sur la fin, on retombe dans un monde un peu bourrin comme ça, qui jure un petit peu. Mais bon, on va aller voir un peu quand même dans les numéros suivants. Numéro 2, on va faire connaissance un peu avec le monde dans lequel elle se trouve, qui s'appelle Adistria. Il va s'avérer qu'en fait, tous les gens autour d'elle sont quasiment que des gens qu'elle a fréquentés dans sa vie. Elle va retrouver par exemple la photographe de son mariage, ou je sais plus si c'est le traiteur ou je sais pas quoi, qui lui dit ah oui je me souviens de vous, le mariage. Et en fait c'est tous les gens random qu'elle a pu croiser, ils sont là autour d'elle. Elle va apprendre aussi qu'apparemment elle est l'élu, parce que c'est plus facile quand t'es héros de l'histoire d'être élu de quelque chose, qu'elle est censée je crois vaincre le grand méchant de l'histoire qui contrôle son armée de zombies. Sur ce, elle va partir en quête, en fait elle va essayer de retrouver son mari, qui est l'un des personnages qui n'est pas autour d'elle. Il manque son mari et sa mère. Donc elle va partir avec son père à la recherche de son mari. Et les 2 numéros suivants voilà, vont faire un peu vont suivre un peu cette histoire-là. Alors, du coup, on tombe rapidement quand même dans une histoire un peu cliché, un peu plan-plan, j'ai trouvé. Il n'y a pas de grosses idées qui arrivent au numéro 2, en fait, qui nous aiderait bien à nous dire ah oui, c'est là que l'histoire m'emmène, ah oui, ça c'est un bon truc. Ça reste assez cliché, en fait. Un plot un peu simple, tu veux dire ? Voilà, ouais, je trouve que ça apporte pas grand-chose de nouveau, en fait. L'univers est assez sympa, ça rappelle un peu les maîtres de l'univers, parce que c'est à moitié du médiéval fantastique, mais t'en as qui ont des flingues, des casques, des voitures volantes. Ouais, en termes d'anachronisme, c'est un peu la foire, quoi. C'est assez fun, mais bon, c'est pareil, c'est du déjà vu. À côté de ça, les dessins sont vraiment chouettes, je trouvais. Apparemment, Greg Capullo, c'est la première fois qu'il sortait un peu des sentiers comics, super-héros, etc. Et il s'est fait très très plaisir à explorer un peu un monde comme ça. Globalement, voilà, y a un truc aussi dans cet univers qui m'a interpellé, c'est justement cet aspect, en fait, elle se retrouve au milieu de tous les gens qu'elle connaît. Donc à ce moment-là, on se dit 2 possibilités. Soit vraiment Mark Millar nous prend un peu pour des jambons, parce que c'est pas possible, soit l'univers n'est pas ce qu'on pense on est dans sa vraiment, tête, soit on est dans sa tête à la fin de sa vie, et c'est une façon pour elle de refaire un peu le point sur sa vie, de revoir tous les gens qu'elle a croisés. Donc je dirais que la seule truc qui m'a interpellé pour le moment dans cette histoire-là, c'est j'ai envie de savoir quel est vraiment cet univers où elle se trouve. Est-ce que c'est quelque chose d'inventé, ce qui semblerait probable, ou est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe ? Genre quand toutes les personnes meurent, se retrouvent dans cet univers où juste les amis de l'héroïne se retrouvent. Et en plus l'attendent parce que c'est elle l'élu, quoi. Ça paraît... pas ultra convaincu. Pas ultra convaincu, mais j'aurais bien envie de savoir ce que c'est que cet univers, donc je poursuivrai peut-être encore 2-3 issues pour avoir un peu plus d'infos. Dan, qu'est-ce que tu as pensé de cette association qui n'a pas encore eu lieu entre, enfin si je me trompe pas, entre Millar et Capullo?
Alors écoute, moi je suis un Millar hater plutôt. Je me tiens. situe vraiment à l'opposé de ce que Millar propose. Tous les comics de Millar en général m'insupportent. et quand ils me plaisent, c'est là que ça m'intéresse un petit peu. C'est que tout d'un coup il y a quelque chose qui dévie. Ce mec-là, il fait ses comics à la base de Flash, j'entends plutôt de Wouha, tu vois, et en mélangeant ça avec de l'inceste parce que c'est cool, tabassage de femmes, et tu vois un petit peu de trucs vraiment qui me plaisent pas vraiment. Enfin, Ultimates 1 et 2, D'accord. ça reste le style Millar propre, quoi. Et ces derniers temps, il a dévié vers quelque chose de plus simple, narrativement plus simple. Et Reborn est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus simple. C'est une bête histoire de réincarnation, en fait. Et je rapprocherai ça de son dernier comics qu'il m'a plu, qui s'appelle Starlight. Si vous avez l'occasion de lire Starlight, qu'il a été fait avec Goran Parlov, c'est vraiment pas mal, ça vaut le coup d'œil. Et c'est des histoires plus simples, et à chaque fois aussi il y a un seul et même axe, c'est quelqu'un qui redécouvre une vie ou qui se met en position dans un monde extérieur. C'est quelque chose qui est pas si éloigné de John Carter, si tu vois le film, c'est-à-dire un mec dans une situation un peu extraterrestre, une situation extraordinaire, et il est en place face à des circonstances qui le dépassent. Et Reborn, c'est un peu ça. C'est une nana qui va mourir et qui va se réincarner dans ce monde heroic fantasy, comme tu disais, mais tout autour d'elle, elle va retrouver des gens qu'elle connaît, en fait. Tous les gens qui sont morts avant elle. Son père, et tout d'un coup, son chien va débarquer. Son chien qui va la reconnaître, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'elle l'a pas vu. Mais il y a aussi son chat. Mais son chat, par contre, il va Cette histoire, elle est énorme. son chat, il va pas aimer cette retrouvaille, parce qu'il s'est fait castrer, le pauvre chat. Donc il a un peu sa vengeance à prendre. Donc je trouve que Reborn est beaucoup plus intéressant, parce que plus simple. C'est clairement moins ambitieux que tout ce qu'il fait, mais au moins, il n'y a pas d'inceste. Pour l'instant. Au moins, il n'y a pas de... Ouais, c'est vrai que tu dis pour l'instant, parce que le regard un peu concupiscent que porte le père pour sa fille, Ouais. ça pourrait me poser problème à la longue. Mais en même temps, il n'a que 6 numéros. Il ne peut pas se vautrer sur un temps si court par rapport à la trajectoire qu'il a pris, à moins vraiment d'être vraiment un tocard finalement. Donc, franchement, Reborn, je lirai la fin. D'accord. Mais T'as pas encore lu donc la fin. Tu t'arrêtes au 3 aussi. le problème, c'est que... C'est le 4 qui est sorti. J'ai lu le 4, et Question le 4 est absolument sans surprise. Et ouais, je lirai les 2 derniers, mais je suis pas passionné. Vraiment, Starlight vaut vraiment plus le coup. Et pour que je dise du bien d'un comics de Mark Millar, c'est que c'est vraiment pas mal. Et toi, Zef, est-ce que t'as du mal à dire de Mark Millar Est-ce que j'ai du mal à dire de Mark Millar? sur ce titre? D'accord. Alors en fait, moi je suis à l'opposé de Daniel, c'est que j'adore Mark Millar à la base. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a Je touché, pense qu'on peut je- juger les gens à partir de cette phrase. C'est vrai. Et enfin tout ce qu'il a fait, enfin à part quelques trucs éventuels, mais grosso modo, tout son univers de base, j'aime beaucoup la façon dont il aborde ses histoires, et même si par moment effectivement il va parfois un peu trop loin, j'aime beaucoup en fait le côté un peu voilà, je dépasse la ligne, la façon dont il le fait en tout cas. Mais Reborn, non, en fait. Sur Pas le papier, convaincu. non, mais sur le papier, il y a tout pour me plaire. Millar, Capullo qui est pour moi l'un des meilleurs, enfin, un dessinateur que j'adore depuis que j'ai 15 ans, parce que Spawn, et parce que voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert. Mais il m'a fait, Capullo, voilà, il a fait tous les New 52 sur Batman, avec Snyder, c'est quand même fantastique. Et là, même Capullo, je le trouve finalement pas si bon que ça en fait, Un peu en dessous? vraiment en dessous, ouais. Vraiment en dessous. Je le trouve feignant. Il y a des gros plans, enfin des cases sur des visages. Tu regardes, c'est moche, c'est pas du tout à son niveau. Il y a des arrière-plans, tu te dis, c'est vraiment pas foulé. Donc même ça, en fait, ça rattrapait pas. Et l'histoire, alors au-delà de la surprise du premier numéro, comme dirait Daniel, Qu'en est pas vraiment une en plus. pardon. Qui n'est pas vraiment une surprise en plus. Oui, en fait, qui est pas. Non, mais la surprise du côté, parce que bon, tu vois la couve, tu sais que ça va taper dans l'heroic fantasy. Bon, tu te demandes où il veut en venir au début sur le côté la grand-mère qui va mourir et qui va vraiment Reborn sur le côté heroic fantasy. Mais ouais, en fait, comme dit Daniel, c'est sans surprise sur la suite, quoi. J'ai pas encore lu le 4, je lirai jusqu'à la fin parce que je me dis ok, peut-être qu'il va nous surprendre et faire quelque chose par la suite. Je pense pas du tout. Je pense en fait, je serais pas surpris de lire la fin en disant, je sais pas, c'était le coma entre le moment où elle va vraiment mourir et où elle a fait son attaque. Enfin, je sais pas, il y a.
Voilà. Et J'espère que ce serait ça en fait. en fait, je m'attends à tout sans me dire ce serait cool que ce soit ça. Je pense que tout ce qui pourra balancer comme idée je me dirais ok. Ouais. Mais sans Pour plus. résumer tout l'inverse de ce que tu dis, en fait, ce qui serait positif, en fait, c'est qu'il n'y ait pas de surprise, en fait. C'est que ça soit très très simple Oui, Et ouais, Qui raconte bon. juste une belle histoire. et quoi. qui rajoute une histoire très simple qui se contente de ça, ce qu'il a fait sur Starlight. Moi, je suis assez quand même content de voir un mec qui, pour une fois, n'écrit pas un pitch pour le ciné, qui n'écrit pas du Wanted, qui n'écrit pas du Nemesis, qui n'écrit pas un truc. Ça c'est pas dit encore. Hein. Si, je crois que ça a été adapté. Un Le truc- Grand a été adapté pour un le truc, Grand, mais non, oui, en parce série. qu'il fait ça pour direct Non, pour le déconne, ciné. Mais du faux noir, tu vois, le faux un peu provocateur, ça j'en ai assez soupé de Millard de ce point de vue-là. Ça, c'est moins provocateur et du coup, c'est plus anecdotique, mais peut-être. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça lui ressemble pas. En fait, C'est à la portée ça, des- je c'est à la portée des Je suis gamins. étonné sur ça, en fait, ça lui ressemble pas du tout. Sachez également que dans Reborn, à cet automne 2017, va avoir une adaptation en roman, donc basée sur cette histoire, donc des 6 premiers, et également Et écrit par qui une nana dont j'ai pas pris le nom, mais ce sera, c'est en total accord avec les auteurs pour Bah, moi, augmenter j'avais l'univers. l'impression de lire à un moment enfin, on a parlé, j'ai vu la série que de fantasy avec le gamin qui se fait enlever. Enfin bref, c'est cool, mais bof quoi. Je suis étonné de la part de Millard. Il y a Grégo, pour conclure. il y a un dernier truc aussi qui m'a dérangé, j'y repense, c'est justement ce rapport à la mort qui est très présent au début et qui disparaît après complètement de l'histoire. Parce qu'ils sont tous morts en fait, ça devrait être vachement important pour eux et ils devraient en parler quoi. On vous laissera découvrir dans l'histoire Reborn. Ah oui, il faut qu'on avance. Deuxième revue ce soir, en ce début du mois de février. C'est un comics que vous... Je pense que vous y attendiez pas forcément. Pour rester dans la même veine que ce qu'on a déjà review cet automne, chez DC qui s'appelait Wacky Races, on a donc toujours de chez Hanna-Barbera, la famille Pierre à Feu qui sort en comics, et c'est toi Daniel qui nous l'a proposé il y a quelques jours. J'étais un peu surpris de découvrir que tu voulais voir ça, mais je pense que tu avais de bonnes raisons. Moi, je propose toujours des choses. Des petites pépites de ta collection Non, mais personnelle. ne leur donne pas ce qu'ils croient vouloir. Voilà, c'est tout ce que j'ai. What? Alors, qu'est-ce Plus sérieusement. que tu peux nous dire là-dessus? Plus sérieusement, Flintstones, donc les pierres à feu, comme on dit en français, Oui. c'est le dark reboot des pierres à feu que tu ne pensais pas vouloir et que finalement tu as, et qu'il faut maintenant accepter comme une réalité. Parce que maintenant, il est là. C'est le meilleur retcon du monde. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Et je m'en vais t'expliquer le problème, la problématique. Puisque c'est Flintstones, donc vous connaissez tous les pierres à feu, le dessin animé. Le dessin animé qui était, je m'engage, passablement nul. J'aime pas les pierres à feu. C'est adapté d'un sitcom un peu pourri, Honeymooners des années 60. Donc, c'est une parodie en fait à la base. Et ce qui fonctionne dans les pierres à feu, si ça fonctionne, c'est la juxtaposition entre le monde moderne et le fait que ce soit des hommes des cavernes. Sauf que là, d'ici, ils ont le pack Hanna-Barbera, ils ont récupéré Flintstones, et ils se sont dit, bon, bah, on a ça, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait des Flintstones? Et bah là, ils ont fait une forme, je dirais pas un dark reboot, ils ont fait une version mise à jour, une version LGBTQ, une version, comment dire, post-moderne des pierres à feu. Donc il y a tous les personnages que tu connais pas, c'est-à-dire Fred, Si, Fred, il est connu. Fred, Wilma, Barney, enfin voilà. Les quatre humanoïdes. Tu les retrouves tous, humains. sauf qu'ils ont je pense que ce comics m'a fait penser à Mad Men. Ah, Et maintenant que tu le dis. parce que c'est une vision vraiment moderne C'est super cynique en fait. moderne d'un monde arriéré. Je prends un exemple, dans le numéro 4, tout d'un coup, les pierres à feu, enfin le monde des pierres à feu, les Flintstones, découvrent le mariage. Et là, tout d'un coup, il y a des manifestations, puisque le mariage, c'est antinaturel, c'est contre nos valeurs. Et tu vois, tous les stéréotypes que nous avons sont pris à contre-pied. Oui, parce que eux, ils sont pour le sexe dans la caverne, quoi. C'est ça finalement, les belles valeurs à l'ancienne. Puisque eux, c'est un monde moderne. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire chier avec là les espèces de gauchistes. Et c'est ça en fait. C'est le Flintstone, c'est une version post-moderne d'une série qu'on a connue. Il y a plein de micro-exemples comme ça. Par exemple, il y a eu la Grande Guerre du Néandertal. Et bah, il y a la Grande
Grande Guerre du Néandertal, bah du coup il y a les vétérans, et les vétérans qu'est-ce qu'ils font? Ils dépriment dans leur caverne. Ah, c'est ça. Et il y a une approche pour tout. Il y a un couple gay, mais jamais le mot gay n'est prononcé évidemment, mais par contre c'est évident que c'est un couple gay, et il y a des cours comment ça s'appelle? Il y a des vacances, des stages de mariage pour réapprendre à essayer de vivre dans le mariage, puisque c'est une forme nouvelle finalement. Il y a plein de détails complètement fous, complètement maboules, puisque tout le principe de Flintstones, c'est le décalage. Et là, on rajoute le décalage du 21e siècle. C'est vraiment bizarre. Je me demande qui a inventé ce comics. En fait, je sais, l'auteur, c'est le mec qui avait fait Prez, il s'appelle Russell. Et Prez, c'est l'histoire Mark Russell. C'est l'histoire d'un ado qui devient président, et voilà. C'est pas une histoire qui n'a rien à voir avec le monde contemporain. Et Flintstones, il y a vraiment de ça. Il y a du monde actuel, alors que tu t'y attends pas. Les femmes, par exemple, le rôle de l'épouse Flintstones, de la mère de famille, elle veut devenir artiste, donc elle commence à foutre ses mains dans la peinture et à les coller dans le mur. Mais comme ça devient une artiste moderne, les gens disent mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est de l'art moderne, on a rien à foutre de l'art moderne. Exactement ce qui arriverait dans un cadre contemporain. Il y a plein de choses bizarres. Et quand il commence à avoir des réflexions sur les génocides du monde néandertal, ou qu'il y a les extraterrestres qui débarquent, je vous raconte pas les métaphores que ça peut faire. Flintstones, je pensais pas aimer ce comics. Je ne sais pas encore si je l'aime en fait, parce que chaque numéro, je me dis mais qu'est-ce que j'ai lu? Je viens de me faire lapider parce que c'est Flintstones. On parle de cailloux. Oui, jeu de mots. Bravo. J'avais lapidé par ce truc qui m'avait habitué avec des petits gags, bien entendu, avec des aéroports avec des ptérodactyles. C'est très drôle. Et là, tout d'un coup, il me propose une vision du monde complètement différente, une vision très évoluée du monde, et je ne peux que engager les gens de le regarder. De le lire, c'est beaucoup beaucoup mieux que ce que j'aurais pensé, et finalement je pensais m'en foutre, mais finalement vraiment je suis assez emballé en fait. D'accord. Mais très variable selon les numéros, et à chaque fois c'est quitte ou double, et je me dis qu'est-ce qu'ils sont en train de me raconter là, quoi. Alors oui, effectivement, petite précision, la différence des comics qu'on lit en général qu'on vous présente ici, on se rend compte dans Flintstones que chaque numéro est relativement indépendant. Il y a une thématique de base, par exemple. Voilà, il y a une thématique à l'intérieur du comics, ouais. Mais quand on passe du 1 au 2, en fait, on limite oublier ce qui s'était passé précédemment. Le dernier numéro, par exemple, parle du travail des femmes, du Women Labor, tu vois. C'est pas un truc que je m'attends à lire après mon numéro de Karnak ou mon numéro de Extraordinary X-Men. C'est quelque chose de très très différent, et je suis à chaque fois surpris. Le rapport du père Flintstones avec le monde du travail, puisque tout d'un coup, il est oppressé par son travail. Il est déprimé par le boulot qu'il fait. Il est une espèce de mec d'entreprise à la con. Et il est facile de voir plein de séries américaines en fait. J'ai dit Mad Men, mais je pense même carrément Breaking Bad, tu vois, des trucs comme ça. Sauf que eux, ils battent jamais, quoi. Ils sont dans leur template de l'homme néandertal. C'est vraiment chouette. Voilà, c'est de la bonne cam. Zef, est-ce que t'es également pris de la même passion pour les pierres à feu? Alors la même passion, non. La même surprise, oui. À la base, les pierres à feu, j'aime pas ça du tout. Enfin, chaque fois que je regardais ça sur France 2, je trouvais ça à chier quand j'étais gamin. Donc quand Daniel a proposé ça, je me suis dit why not. Et en fait, effectivement, le côté un peu cynique, enfin vraiment cynique qu'ils amènent dans ce reboot, hein, on peut appeler ça un reboot d'une certaine façon, c'est complètement génial en fait. Pour reprendre un des exemples que Daniel disait sur la fin, sur le côté le père qui est oppressé dans son taf. Enfin, dans le premier numéro, ils engagent des Cro-Magnons, et des mecs lui disent pourquoi tu portes une cravate, et il dit parce que j'ai lu dans un magazine que il fallait être l'homme que tu voulais être, mais pas celui que tu es. Et il dit ça te rend heureux? Non. Et en fait, je trouve ça tellement déprimant et tellement cool à la fois que. Puis il a son portrait gravé dans la pierre. L'employé du mois, c'est hurlé de rire. En fait, et même le côté la femme qui devient une artiste en mettant ses mains. Enfin, il y a un côté ultra cynique même sur le rejet de son art. Alors que quand elle explique pourquoi elle le fait, enfin, tu te rends compte que c'est quelque chose d'ultra intime et ultra intense. Et c'est Betty Draper. Hein. Voilà. Et en fait, du coup, c'est voilà. Enfin, je paraphrase Daniel, tous les numéros, enfin le numéro 2, je l'ai trouvé assez mauvais.
Le 3 un peu plus marrant pour le côté extraterrestre machin, mais Mec, le 4 c'est le droit des femmes. Chaque numéro doit pas être aussi bon que ça. C'est un peu du Rick and Morty un peu dans le style, mais voilà, c'est une bonne surprise. Je m'attendais pas à aimer les Pierres à Feu un jour, et pour le coup la version d'ici cynique est cool. Et toi, Grégo, qui, si je me trompe pas, les Pierres à Feu, ça va faire partie du pack années 80. Voilà, alors, avec tous les trucs que tu as regardé. Que non, parce que comme Zef et Daniel, finalement, j'ai pas trop vu quand j'étais gamin, j'en ai pas vraiment de souvenirs. Pour moi, c'est des gags pour enfants basés sur le décalage préhistoire, civilisation moderne. Donc j'abordais ça un peu dubitatif, mais bon. Et très très vite, je me suis vraiment marré en fait. Je suis vraiment tombé dedans. J'ai super accroché. Il y a un côté humour absurde et cynique à la fois, mais c'est pas que des gags absurdes. Ils poursuivent dans l'absurdité derrière en mettant une sorte de logique par-dessus en fait. Et comme le disait Zef, ça m'a beaucoup rappelé les mêmes mécanismes humoristiques qu'on peut trouver dans Rick and Morty par exemple. J'ai adoré le 3e sur les extraterrestres là, avec une sorte de Carl Sagan préhistorique qui raconte de la merde aux enfants quoi. Et après t'as les extraterrestres qui débarquent parce qu'ils ont essayé d'envoyer un singe qui est retombé par terre et qui est mort. c'est que des trucs comme ça. Voilà, ils vont à fond quoi. Enfin, il parlait du travail aussi, un truc qui m'a vraiment fait marrer parce que ça me touche beaucoup dans mon humour, c'est quand ils embauchent des Cro-Magnons là. Après, ils vont chercher leur salaire, mais ils vont pas chercher leur salaire aux ressources humaines, mais aux ressources hominidées, puisqu'il y a des Cro-Magnons. Enfin, ça m'a bien fait rire. Il y a des histoires de racisme, puisqu'il y a l'homme de Néandertal, et puis il y a les confrontations avec les différentes périodes des êtres de différentes périodes. C'est très affûté. Il y a beaucoup de sujets qui sont touchés, évoqués, et c'est ce qui, je pense, en fait une espèce de critique, enfin, pas forcément critique d'aujourd'hui, mais... discrètement, avec des petites blagues bien senties. C'est clairement une critique. La religion, pas du tout pour les gamins. Hein. C'est un peu comme justement Wacky Races, les fous du volant, qui enlèvent totalement leur côté cartoon. Il y a plus de slapstick, il y a plus de voilà. Enfin, il y a beaucoup. C'est quand même beaucoup plus léger dans les Pierres à Feu, mais ça reste voilà. On donne pas ça à son gamin. C'est mieux que Scooby Apocalypse, si tu permets. Et du coup, maintenant, je suis dire, très curieux de tous les prochains éventuels Hanna-Barbera qu'on pourra se taper en comics. Yogi Bear en mode c'est un chasseur, il va chercher les braconniers, il les démembre, j'en sais rien. Ça pourrait être rigolo. 3e comics dans cette semaine, il s'agit d'un comics de chez Dark Horse, qui s'appelle House of Penance. Et c'est toi, Zef, qui l'a choisi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu faire un peu l'historique déjà de comment cette histoire est venue à arriver sur le papier. Alors voilà, avant de parler du comics, je vais parler de l'histoire qui a mené effectivement ce comics. Enfin pas que ce comics, mais beaucoup de trucs qui en ont parlé. C'est l'histoire mystérieuse de la maison Winchester. Alors on parle pas de la maison en tant qu'entreprise, mais de la vraie maison qui existe aujourd'hui. Je crois que c'est en Californie, il me semble. C'est ça. En fait, on est en fin du 19e siècle, 1881 ou 2, je sais plus. Enfin, vous m'excuserez sur les dates, hein, je suis pas historien, mais voilà. Winchester, donc le père, celui qui a fondé Winchester, meurt. Et toute la société en fait descend vers son fils qui épouse une femme qui s'appelle Sarah. Et donc ils sont heureux, ils sont riches, extrêmement riches. Les carabines Winchester à l'époque se vendent comme des petits pains, tuent énormément de monde, donc beaucoup d'Indiens à l'époque. Les parents ont une fille qui meurt d'une maladie infantile, et peu de temps après, le mari lui aussi décède de la tuberculose, je crois. La femme hérite énormément d'argent, dont la moitié de la compagnie de mémoire. Et donc du coup, elle se retrouve en fait en dépression grave, et elle va demander un espèce d'exorcisme de savoir ce qui s'est passé. En fait, il lui dit voilà, votre famille a été maudite parce que les carabines Winchester tuent énormément de monde et sont responsables de la malheur du malheur du monde aujourd'hui. Donc vous êtes finalement maudit par tous les fantômes qui hantent le monde à cause de votre mari, à cause de tout ça. Et
on va du coup, c'est difficile. Merci. Je m'excuse, il y a Daniel qui est en train de faire n'importe quoi. Donc Il du nous coup, manque des on est photos de en prestige. fin 80. La femme, donc la femme Winchester, va avoir énormément d'argent et pour essayer de se racheter en fait auprès de toutes les âmes qui ont été tuées par son mari, enfin par les armes de son mari, va commencer en fait la construction d'une maison qui ne va jamais s'arrêter. La construction, les travaux de la maison ne vont jamais s'arrêter, ou du moins ils vont s'arrêter à sa mort en 1922 de mémoire. Donc on est sur quasi 38 ou 36 ans de travaux non-stop. 24 Jour et heures nuit, sur ouais. 24, 7 jours sur 7. Tous les soirs, Madame Winchester donne des plans à son chef de travaux qui va les conduire auprès de ses ouvriers qui vont continuer les travaux. Aujourd'hui, la maison, faut regarder, elle doit faire plus de 160 pièces si j'ai bonne mémoire. Je vais regarder ça tout de suite sur les notes que j'ai sous la main. Voilà, aujourd'hui, donc c'est un monument historique qui ramène pas mal de touristes dans le coin. On est à plus de 160 pièces, donc 40 chambres, 10 000 carreaux de fenêtres, 47 foyers de cheminées. 47 foyers par an, 17 cheminées et des trucs comme des portes qui ouvrent sur des murs, des fenêtres qui sont à même le sol, des portes qui ouvrent dans le vide directement, des escaliers qui montent au plafond mais qui mènent à rien. Et en fait, on est sur une maison qui n'a ni queue ni tête. C'est Absolument. un bien invendable par Stéphane Plaza. Voilà. Je pense que c'est vendable, ça va valoir bien des millions. Je vous invite vraiment à regarder 2 minutes sur Google Maps la maison. Oui, parce qu'en plus, elle est. Ouais. Elle est incroyablement belle. Vraiment, la déco est quand même hallucinante. L'architecture est particulière, mais assez cool. Et voilà. Donc, en fait, on est sur une histoire vraie qui amène vers ce comics. Donc, ce comics, en fait, va à travers 2 prismes différents. Donc, celui de Madame Winchester et d'un homme lambda qui va venir travailler pour elle, qui s'appelle Warren. On va en fait voir comment les personnes de l'époque vivaient en fait avec leurs propres fantômes et comment essayer de survivre finalement aux malheurs qu'ils peuvent d'une certaine façon apporter au monde en fait. Par Madame Winchester qui elle subit finalement le fardeau de son mari et de son entreprise, et par Warren donc qui est un espèce de gunslinger qui est un vrai tueur, et on le voit tout au début du comics en train de tuer un Indien. Et la seule chose qu'il veut pas, c'est que la personne, au moment où elle meurt, le regarde dans les yeux, parce qu'il sait qu'il va être hanté en fait par la mort de la personne, enfin la mort qu'il a apportée à quelqu'un en fait. Et ça, c'est quelque chose qui pour lui, on le sent très vite, est difficile à surmonter quoi qu'il arrive. Et donc il va se retrouver vraiment par hasard, après avoir été blessé au pied de la maison de Winchester, il va se faire embaucher. C'est grosso modo, tu dors ici la nuit, tu t'es nourri, logé, blanchi, mais tu travailles. Tu peux rester autant que tu veux, tant que tu as travaillé ton labeur en fait, grosso modo. Et comme le gars lui dit au début, tu verras, tu es là pour un jour, mais finalement tout le monde reste. Et une des règles de la maison, c'est quand tu arrives, tu déposes toutes tes armes, par logique, parce qu'aucune arme ne doit être visible ou vivante dans la maison, vivante entre guillemets. Et donc du coup, voilà, on va passer 6 numéros, pardon Daniel, avec Warren et Madame Winchester à vivre en fait leur fantôme, à vivre leur cauchemar, comment elle se réveillait toutes les nuits en voyant sa fille, ou comment elle vivait avec tous les fantômes qu'elle pouvait voir dans la maison, vraiment littéralement, comment lui peut essayer de l'aider à surmonter ça à travers ses propres fantômes à lui. Le graphisme est complètement hallucinant, c'est visuellement dérangeant, autant par la façon dont l'auteur... le dessinateur fait les visages et les yeux très fixes. On a l'impression de voir des sadako en permanence qui vous regardent fixement. Des yeux très grands, très cru sur le côté. Le sang est un peu comme... on discutait dans le dernier numéro, dont j'ai oublié le nom, mais vraiment on a l'impression que c'est très cru. On dirait que c'est quasi de la chair que les gens... pisse par les plaies, c'est horrible. Ça ressemble à la viande du boucher. Hein. Vraiment, donc voilà, c'est vraiment les couleurs sont très pâles et à la fois très violentes. Enfin, c'est quelque chose qui remue de l'intérieur et c'est quelque chose qui est, enfin, c'est un comics qui est en un seul arc. Il y a pas d'autre, enfin, il y aura qu'un seul tome. Il y aura rien d'autre. Il y aura rien d'autre par la suite. Et donc du coup, l'histoire est finie là. C'est pour moi un véritable chef-d'œuvre. C'est un truc qui mérite vraiment. Le nom de chef-d'œuvre, c'est quelque chose qui touche assez profondément, en tout cas pour moi, hein, je sais pas ce que les autres en pensent, mais voilà, donc c'est une vraie tuerie. Toi, Daniel, est-ce que dans tes pérégrinations internationales, globales, hein, j'ai envie de dire pour utiliser un mot pas français, est-ce que tu as eu l'occasion de visiter la maison ou pas ? Nope. Ça te dit ?
Nope. Que de la gueule. Nope. Et du coup, l'histoire en comics, comment ça te parlait, ça t'effrayait? Ça me parle pas du tout. Du tout. En comics, c'est pas du tout ni mon graphisme, ni mon univers. Ceci dit, je trouve ça très très joli. Ouais. Mais c'est pas du tout ma cam. Par contre, de Tomasi, je recommanderais en ce moment, il est en train d'écrire Superman, mec. Et son Superman, il est insane. Et genre, si ce comics est insane, son Superman qui propose ça en 2017, qui repropose le Superman de 1990 qui débarque. Avec les cheveux longs? Non, mais avec un enfant. Ah. Et il y a 2 Clark Kent maintenant dans le monde d'ici. C'est normal. C'est crazy. Donc j'adore Tomasi en fait. Je trouve que c'est un super auteur, mais ce comics en particulier n'est pas ma cam, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Ok, merci, nous fait gagner du temps sur le chrono. Oui, non, mais je suis là pour ça. Grégo, toi, est-ce que pareil cette histoire Je voudrais juste ajouter un truc. Quand Zef parlait, je le trouve très très beau ce garçon en fait. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc Grégo, sur ses avances. Alors, j'espère que je suis beau aussi quand je parle, j'espère. Il n'a pas répondu, il s'est rapproché au micro, donc je pense que non. Donc, House of Penance, ouais, c'est pas le genre de comics vers lesquels je suis naturellement attiré, tout ce qui est un petit peu horrifique comme ça. Comme disait Zef, j'ai trouvé ça assez intéressant graphiquement. C'est chouette, c'est bien travaillé. Il y a un vrai côté morbide qui transpire un peu du comics. Un vrai côté glauque avec la nana. Alors du coup, par contre, je savais pas que c'était une histoire vraie. Donc la nana qui dort avec les vêtements de sa fille et les vêtements de son mari et qui change de chambre chaque nuit. Voilà, donc le dessin colle super bien à l'ambiance. Après, donc c'est pas le genre de comics c'est forcément ma cam, mais en effet, j'ai pas plus accroché que ça. J'ai pas passé un mauvais moment. Voilà, j'ai lu, je persisterai peut-être parce que finalement la chronique de Zef a plutôt éveillé ma curiosité, mais à la base 3 numéros me suffisaient. J'aime bien comment vous vous rattrapez. Adrien, tu voulais poser quelque chose? Ouais, je voulais poser un peu ma voix sur ce beat. Un slam. Non, en fait, je veux, parce que du coup, là, on a Zef qui qualifiait ça de chef-d'œuvre et Dan et Grégo qui ont moyen kiffé. Du coup, je viens rééquilibrer un petit peu la force en disant que c'est un des meilleurs trucs que j'ai lu cette année. J'ai vraiment adoré, je trouve ça. Déjà, enfin graphiquement, tu vois, c'est un peu Sfar qui rencontre Burton. Enfin, il y a quelque chose de la BD européenne, je trouve. Ouais, Daniel, ça a l'air de l'effrayer quand je dis ça, mais moi, ça m'a vraiment touché dans le trait, dans la sensibilité artistique, etc. Et après, dans l'histoire, je trouve que c'est vraiment une super belle histoire sur le deuil, sur l'être humain, Enfin, je trouvais ça vraiment très très beau, quoi, bien écrit, bien amené. Ça en fait pas des caisses, ça se tient en 6 numéros et du coup le TPB je crois va bientôt, il est sorti enfin moi c'est quelque chose que je recommande assez chaudement parce que ça m'a vraiment touché. On l'a bien revendu. Ah, donc là tu vas le lire plus Non, mais c'est intéressant comme thématique. Peut-être que je l'ai loupé, c'est possible. Moi je dirais juste que je trouve que l'illustration elle est vraiment très très jolie, c'est vraiment très sympa. Par contre, c'est un petit peu dur à suivre par moment. Ça peut. Comment tu t'engages? Oui, je le dis. C'est voilà, si vous avez le cerveau un peu ramolli, ouais, c'est chaud. Attendez d'être bien vif. Bah, écoutez, merci messieurs pour ces revues. Merci messieurs pour ces revues en français. Comme d'habitude, vous, chers auditeurs, vous pouvez nous faire part de ce que vous avez pensé, donc des titres qu'on vous a proposés, ou même faire vous-même vos propositions qu'on pourrait traiter dans de prochaines émissions sur les réseaux sociaux, @comicspodcast, etc. On se retrouve dans un instant, juste après cette petite page de pub. Mais faut quand même faire un peu gaffe aux fautes d'orthographe. Bonjour, je m'appelle Perrine Andrieux et je vous invite à découvrir Les Pressés de l'expression. C'est le podcast Travail et langue française. Apprenez à mieux vous exprimer dans un cadre professionnel et soyez plus à l'aise à l'écrit comme à l'oral lorsque vous vous adressez à vos collègues, à vos clients ou à vos supérieurs. Je vous propose des épisodes courts, réguliers et en libre téléchargement avec des recommandations qui passent toutes seules. Ce que je vous raconte est documenté et se base le plus souvent sur les positions de l'Académie française, l'avis des sémiologues et une utilisation approfondie du dictionnaire. Retrouvez-moi un jeudi sur 2 sur Radio Kawa. Une émission qu'on pourra passer aux chroniqueurs de Comics Podcast pour leur permettre de dire une espèce, une bonne fois pour toutes.
peut-être que ça pourra les aider. Ah, les émissions Radio Kawa, on en apprend tous les jours. J'arrivais pas à faire un slogan. Voilà. Merci pour le soutien, les mecs. T'as oublié de regarder le prompteur. En haut à droite, là. Oui, c'est vrai que vous voyez pas non plus. C'est une émission de radio. De retour dans cette 65e émission de Comics Outcast, toujours entouré de mes petits chroniqueurs et du réalisateur, le mieux du monde qui appuie sur les boutons. C'est mon métier. Merci le réalisateur. Fiche de poste. Nous revenons donc pour vous parler d'un event. Il est beau aussi. Hein. Oh là 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 là. D'un event de comics qui est survenu, hein, si on peut dire, chez Marvel Comics de juillet 2016 à janvier 2017. Je ne parle évidemment pas de Secret Wars parce que c'est déjà en 2016, donc de Civil War 2. J'ai pas fait exprès. Donc c'est bien évidemment le retour d'un grand classique de 2006, si je me trompe pas, Daniel, 2006. Par là, mais de toute manière, c'est tellement été retardé que tu sais plus à quelle année ça commence et quelle année. C'était il y a quelques temps. C'était pas si longtemps que ça. Mais pareil avec celui-là, il a été aussi retardé. Donc voilà, gros problème de publication pour ce titre. Est-ce que l'un d'entre vous peut faire Je me lance. Oui, pardon. Oui, vous voulez parce qu'en fait, tu m'invites à chaque fois qu'il y a un gros crossover. La dernière fois que je suis venu, je te propose que c'est pour C'est pour Secret Wars, donc c'est moi qui me colle les gros. Non, c'est vrai en plus. C'est moi qui me colle les gros crossovers. Maître Andreev, nous t'écoutons. Qu'est-ce que c'est difficile tâche qui est celle de Civil War 2 de succéder déjà à Civil War 1 qui, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais au moins ça a marqué son temps. Ça a même été le titre d'un film, à tel point ça a marqué. Difficile aussi de passer derrière Secret Wars, le crossover extraordinairement réussi l'année dernière de Marvel. Oui. Et difficile aussi de passer derrière Hickman quand tu t'appelles Bendis. Et ça, c'est vraiment plus problématique. Tu sais, en fait, le problème de tous ces grands crossovers, c'est que souvent, ils sont dictés par des raisons éditoriales. Ce qui se passe, c'est que chacun des auteurs laisse des post-it sur ce qu'il veut et ce qu'il veut récupérer à la fin du crossover et comment il veut changer les personnages. C'est ça qui se passe. C'est comme ça qu'on décide les histoires. C'est genre, ça, en 2019, je veux qu'il y ait une cape rouge. Ça, c'est de la vraie création. Si tu veux savoir qu'à la fin de Secret Wars, à la fin, Dr. Doom devient un mec normal, pas scarifié. Voilà, c'est ça. Tu laisses ton petit post-it et ça, c'est une édition éditoriale. Je vais te dire un truc. Je suis pas content de Civil War 2, mais je pense que Marvel n'est pas content. Le seul truc, c'est que Marvel s'entête et ils vont jusqu'au bout du crossover. Attends, tu pourrais annuler un crossover en milieu de publication ? Non, mais tu pourrais essayer de changer quelque chose quand même. Le seul truc, c'est que déjà House of M, c'était pas glorieux de Bendis. Et son problème, c'est qu'il ne sait pas écrire les histoires avec plein d'héros. Il sait bien écrire des histoires avec un polar hard-boiled, ou des histoires avec des lesbiennes qui fument des joints sur des lits. Ça, il sait faire. Il a un rapport avec l'être humain qui est très bon en ce qui concerne les dialogues. Mais ce qui se passe avec les super-héros, il maîtrise moins et ça se sent ici encore une fois de plus. Alors je te coupe, il a quand même eu un assez bon run avec All New X-Men depuis 2012 qu'il a tenu. Non, c'est pas GG. il en reste rien. Si tu veux, la fin de All New X-Men, la dernière image de New X-Men, c'est Beast qui est dans une voiture dans la nuit avec des phares allumés et on sait pas où il va et on sait toujours pas où il va depuis 4 ans. Depuis 4 ans, il sait pas écrire les fins, mais il sait pas écrire les milieux, il sait pas écrire. En fait, le problème d'une histoire, c'est qu'il a besoin de pics narratifs. Et les pics narratifs de Civil War 2 sont nazes. Et je vais expliquer pourquoi. C'est que Civil War, en fait, Civil War 2 en l'occurrence, c'est une histoire de Captain Marvel. C'est une histoire qui devait être un comics de Captain Marvel. Et là, il y a un éditeur qui a fait, et ça c'est authentique, il a dit non, ça pourrait être notre grand crossover de l'été, enfin de l'hiver plutôt. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'il tout d'un coup, cette histoire qui aurait dû concerner juste Captain Marvel et peut-être un ou deux autres héros, tout d'un coup, s'est mise à artificiellement pousser les héros les uns contre les autres, c'est-à-dire Iron Man et Captain Marvel. C'est ça en fait la principale nouveauté, c'est que c'est pas Captain America. Captain America, il est un peu dans le camp il est dans le camp d'Iron Man, quoi. C'est alors ça. Juste un petit rappel parce que je crois pas qu'on ait beaucoup parlé de Captain Marvel ici. Captain Marvel, c'est donc une héroïne. Alors c'est ça les grands enjeux, c'est que Captain Marvel, c'est une héroïne maintenant du MCU, c'est le prochain gros film de Marvel, et donc ils ont tout intérêt à la mettre à l'honneur avec une bonne histoire.
c'est du caca complet. Ils ont réussi à casser leur personnage d'une force, puisqu'elle joint, elle est du rôle des méchants. C'est vrai que j'ai fait insulte à cette histoire, je n'ai pas pitché le début. Et alors là, mon pote, tu vas rigoler. Est-ce que tu as vu... tu sais, ce film avec Tom Cruise où il est dans une machine qui lit dans le temps et qui le Minority Report. Voilà, exactement. Tu as vu Minority Report. Bah, c'est l'histoire de Minority Report, puisque là, c'est un Inhuman qui a le pouvoir de voir dans le futur. Et il voit dans le futur. Déjà, Bendis a déjà mouillé dans les histoires de on a vu dans le futur et on a vu ce que ça donnait. Et bah là, c'est une histoire avec un Inhuman qui voit dans le futur et qui voit oh là là, ça va être la merde. Hein. et c'est ça pendant 8 numéros. Il y a quelques visions. Et il n'y a pas vraiment d'arc. Il n'y a pas vraiment d'arc puisque je peux pas spoiler, mais la fin est tellement ridicule. C'est à la limite de il s'évapore dans l'air. Hein. C'est à peu près ça. Et le problème, c'est que c'est une histoire assez facile, Minority Report. C'est assez facile de comprendre, de vers des enjeux. Et là, le problème, c'est que Captain Marvel, elle dit « Ah, mais je vais utiliser l'Inhuman pour essayer de gauler les gens avant qu'ils fassent les crimes. » Sauf que c'est un problème moral. Et là, Iron Man, le héros le plus moral du monde, comme chacun le sait, arrive et il fait « Mais c'est immoral !» Et voilà, ils s'opposent. Ils ont un moment, ils parlent et ils sont un peu violents dans les paroles. Hein. Et à un moment, ils ont une vision de Hulk qui s'énerve et qui tue tout le monde. Alors ils vont tous voir Bruce Banner en lui disant « Oh là là, on a vu que t'allais péter les plombs, hein, parce que ça s'est jamais vu Hulk qui pète les plombs. » et je pense que... Alors évidemment, il y a une mort, parce que c'est un crossover, il faut faire semblant une mort artificielle. Et il y a un personnage qui meurt, et j'ai prononcé son nom, et il se transforme en vert. Oh voilà. Putain, c'est pas cool. Non mais c'est... En même temps, c'est dans le deuxième ou dans le troisième? Non, c'est dans le deuxième. C'est presque... Genre, il n'y a pas de surprise. Et de toute manière, ils l'ont remplacé dans sa propre série. Ils l'ont remplacé dans sa propre série. Et si tu suis sa propre série, tous les personnages, ils sont en deuil. Voilà. Donc, genre, si t'as pas suivi ça... Et alors... Non, mais... j'adore te les... Attends, on parle de celle avec Pokémon, là, où il doit capturer des monstres et les réduire. Celle où c'est un jeune Tony Chou, un jeune asiatique. Oui. Ouais, c'est super. Moi j'adore. C'est sûr. Mais peu importe, c'est peut-être le bon dommage collatéral de cette série, c'est que ça a remplacé un Hulk par un Hulk assez cool. Mais bon. Mais voilà, bon, Banner meurt et c'est là la dispute de ce Civil War 2. Mais là déjà, on est déjà presque à la moitié de l'arc, tu vois. Il faut meubler jusqu'à la fin. Et donc il y a une baston. Et on sait pas pourquoi, mais... Alors, on va pas forcément trop loin. Non, mais je parle pas la fin. L'enjeu, c'est la fin. Il y a les Guardians of the Galaxy qui passaient par là, ils se disent, on va aider Captain Marvel. Parce qu'il faut créer des camps, faut créer une problématique. Et la problématique, elle est réglée très vite. Ensuite, il y a encore... Inhuman, il a encore une vision, il se dit, oh là là, ça va être vraiment terrible, là, ce qui va arriver dans le futur. C'est nul. Et tu sais quoi? Je pense que Marvel, ils le savent. Et d'ailleurs, leurs titres ont fait tout comme, c'est-à-dire ils sont passés à autre chose. Hulk, ils sont passés à autre chose. Captain America, ils sont passés à autre chose. Tu veux dire qu'ils n'ont pas tenu compte des événements qui ont eu lieu dans ce mais il y a très peu de choses qui ont tenu compte. Et Iron Man, les nouveaux numéros d'Iron Man, ils ont été lancés avant la fin de Civil War 2. Ah ouais, donc on a le même problème que l'an dernier avec Secret Wars. Exactement le même problème. Ils n'ont pas fait gaffe. Ils ont eu des problèmes de planning. Et puis surtout, au bout d'un moment, les gens, ils en avaient plus rien à foutre, en fait. Quand t'as plus d'enjeu, tu sens qu'il y aura plus d'enjeu, bah c'est plus la peine. Si on te révèle le sort d'un personnage qui est supposé être en danger dans une série et que tu apprends que dans les publications de la semaine prochaine, il est encore en vie et tout va bien, et justement on te raconte même comment c'est fini l'histoire qui n'est pas encore terminée, c'est Hulk, c'était juste le début, hein. C'était vraiment que le début. C'est d'une gratuité, c'est pas bien écrit, les personnages sont très caricaturaux, le Spider-Man, le Miles Morales, occupe une part importante de l'histoire alors qu'il n'a encore rien fait dans le monde Marvel. Son comics en est au numéro 6, quoi. Dans le monde... Donc ils essaient de l'imposer, en fait, ça que tu veux dire. Et alors, le truc, c'est qu'ils essaient d'imposer aux chausse-pieds Inhumans. Les Inhumans, ils sont tartifioles, et ils ont essayé de les mettre en avant pour se dire, allez,
on va pas mettre les X-Men parce que les X-Men, on gagne pas de thunes dessus, on va leur essayer de leur imposer les Inhumans. Mais c'est comme le Nutella, mon pote. Le Nutella, tu prends le Nutella original, tu prends pas la copie bio de mes couilles, enfin, tu vois, le truc bio équitable. Le jour où tu fais ça l'erreur une fois, tu reviens plus jamais. Tu prends ton Nutella parce que ton huile de palme, c'est ça qui te donne le goût. Bah là, c'est exactement le même problème. Ça a pas de goût, Zef, toi, est-ce que... Je reviendrai après sur les autres crossovers, puisqu'il y en a quelques-uns à sauver. T'inquiète pas, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Zef, toi, est-ce que tu as suivi l'event au rythme de sa publication ? Est-ce que tu l'attendais particulièrement après Secret Wars ? Est-ce que t'avais de l'attente quand on t'a annoncé que il y a Civil War 2 qui débarque ? Le film est sorti la même année, enfin le film du 1 est sorti la même année. Est-ce que t'étais chaud ? Alors. Oui ou non ? Passer après Daniel, Est-ce c'est qu'il quand fera même beau chaud, demain ? quoi. Genre, tu m'excuses, mais que dire ? Oui, je l'attendais évidemment parce que ça reste un event Marvel et que t'as envie de savoir ce qu'ils vont en faire. Est-ce que j'avais... C'était quoi ta deuxième question ? Est-ce que j'ai suivi la publication ? Oui, évidemment. Est-ce que tu y as pris plaisir ? Est-ce que je m'attendais à de la merde ? Oui, évidemment. Je me pose cette question, mais... Non, c'est pas ce que t'avais demandé, non ? J'ai oublié. Plus ou moins. Non, mais enfin... Je pense que Daniel est un peu dur, je pense, sur plein de choses, mais c'est son personnage. Non, j'aime aussi passionnément que je déteste. Non, le truc, c'est que... effectivement, l'enjeu était pas si terrible que ça. Dès que tu lis même le premier numéro, tu dis ok, je vois où ils veulent en venir, je vois comment ils veulent pousser la Civil War sur le truc, mais ça va pas lever les boucliers, quoi. Genre voilà, c'est pas foufou. J'ai apprécié lire l'event entier à la fin, même si effectivement la fin. Ouais, ok. C'est pas si terrible que ça. C'est voilà, on imagine peut-être que le personnage qui crée la division reviendra un jour, lorsque le Grand L'Infini sera peut-être là, je sais pas. Bref. Voilà. Non, mais je sais pas quoi dire. Daniel a tout dit en fait sur le truc. C'est pas si intéressant que ça. Les tie-in, j'en ai lu quelques-uns. Il y en a qui sont à sauver, mais 90% sont nazes, comme toujours. Lequel tu as trouvé pas mal ? Ceux qui touchent les personnages principaux en fait. Hulk est intéressant même si c'est pas terrible non plus. On comprend en fait le pourquoi c'est intéressant si on lit vraiment Hulk. Sans ça, et tu comprends pas du tout pourquoi c'est si important. C'est toujours pareil. Le Steve Rogers, donc le Captain America, est important entre guillemets. Il est intéressant. Quoi d'autre, c'est tout, je crois. Même le Karnak est pas intéressant. Alors, je pense que Kingpin était pas mal parce que tu t'y attendais pas vraiment. Mais voilà, quoi, c'est tout. C'est pas fou. C'est pas un event de ouf. Passer après Secret Wars, c'est difficile. Civil War 2, rien que par le nom, ça donne pas envie en fait. C'est malheureusement ça. Ils auraient pu appeler ça autrement. Voilà. Après. Il fallait faire un truc. Voilà, Confrontation 2017. Toi, Grégo, est-ce que toi déjà t'avais bien aimé le 1 et pareil, est-ce que le 2 t'excitait rien qu'à entendre son nom ? Alors, j'avais bien aimé le 1. J'étais pas revenu trop chez Marvel depuis la fin de Secret Wars. Civil War 2, je l'ai vu arriver comme peut-être un peu naïvement, je sais pas, comme un gros plan marketing pour faire suite au film l'année dernière. Plus, comme le faisait remarquer Daniel aussi, la mise en avant de Captain Marvel. Et derrière ça, très vite, comme le disait Zef, t'as pas d'enjeu. Donc, comme t'as pas d'enjeu, t'as pas d'intérêt. Ils se chamaillent finalement pour des broutilles. Enfin, c'est pas vraiment des broutilles, mais c'est des divergences de point de vue, des divergences morales. Oui, c'est correct. Des divergences morales. et du coup, après, allez vite. Maintenant, on se tape dessus. J'ai ramené à peu près 40 copains. Alors, tu sais pas d'où ils sortent à chaque fois. Et à un moment, ils arrivent sur le toit. Là, en fait, ils étaient tous là depuis le départ. Ils sont 200. C'était une colo de Guardians of the Galaxy. Dont les Guardians of the Galaxy qui arrivent, qui se tirent dessus à balles réelles. Il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de quoi que ce soit. Quoi. Enfin, ils savent pas pourquoi ils se battent et ils sont. Il n'y a pas d'intensité. C'est mal écrit parce que tu comprends pas pourquoi ils en arrivent aux mains et pourquoi ils en arrivent à telles extrémités. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a pas du tout parlé. Contrairement à Civil War 1, où il y avait des vrais enjeux, un vrai background, il y avait le gouvernement aussi derrière. Là, ils sont entre eux, ils se tatanent et voilà. Zef ? En fait, comme disait Greg, le vrai problème du truc, c'est que ils pourraient juste. Enfin, dans Civil War 1, il y a un moment où les gens s'assiedent à une table et ils disent
bon, ok, le problème il est là, quelle est ta position par rapport à ça? Et tu vois qu'il y a Aucune issue. aucune discussion, quoi. Les mecs, ils sont campés et ils comprennent le point de vue de l'autre, mais ils disent c'est mort, jamais je viendrai vers ta position. Là, au lieu de parler, ils gueulent tout le temps, en fait. En fait, t'as l'impression de voir des parents qui divorcent et qui veulent juste plus s'écouter du tout. Et c'est un peu ça. C'est non, mais tu dis de la merde. Non, mais tu fais de la merde. Bah ouais, bah toi aussi, tu fais de la merde. En fait, Et ils ont voilà. tous les deux raison, tous les deux Et torts. tu te dis, mais en fait, si vous vous écoutiez juste 2 secondes. C'est pas moi qui ai vidé le lave-vaisselle tous les jours. Non, mais c'est ça, en fait. Et c'est vraiment. Éculé, ouais, Et c'est un puis- peu et puis éculé en comme plus, thème. t'as quand même Iron Man, enfin Tony Stark, c'est les mêmes, qui a vraiment le rôle du gentil cette fois-ci. Ouais, gentil. Il y a pas Ah, vraiment les- de gentil dans l'histoire. les quoi. deux C'est vraiment les qu'un. deux En fait, c'est positions vraiment sont- qu'un point de vue. En fait, c'est tout. C'est juste dire. Est-ce que tu utiliserais un pouvoir pour voir dans le futur pour prévenir les choses ou pas? C'est juste ça en fait. Lui, tout ce qu'il avance, c'est de dire c'est pas sûr. Vous faites quelque chose qui est pas sûr, c'est tout en fait. Et ça, c'est un problème moral. C'est un futuriste. En fait, comme disait Daniel, c'est éculé, c'est vu, c'est revu, c'est recraché, c'est revomi, c'est ravalé. Tout ce que vous voulez. Mais Surtout ce qui est assez marrant quand on connaît le nombre de personnages déjà qui viennent du futur, donc ils seraient Mais oui, capables de dire bah, tel jour il y en a c'est, un qui s'est écrasé, là il y a le Céleste qui va débarquer, qui va raser New York. Enfin, bah, voilà, puis ça amène en plus autre chose. Enfin, le nouvel event Monster, voilà. Enfin, C'est vrai que ce qui est dommage, c'est que à la différence d'un truc comme Secret Wars, qui a véritablement, bon après c'était un travail gigantesque de Jonathan Hickman depuis 2012, peut-être même certainement avant, vu qu'il a dû y réfléchir et le peaufiner correctement avant de commencer les histoires, qui culmine dans une gigantesque histoire qui concerne absolument tout l'univers Marvel. Et surtout, bon, je n'ai pas lu tous les tie-ins de Secret Wars, hein, j'avoue, mais qui quand même tisse bien. Il y a quasiment rien d'inutile quand tu suis les deux trames. Là, quand on regarde, enfin moi je ne suis plus l'univers Marvel depuis un petit temps, enfin en tout cas pas l'univers général, le 616 comme il s'appelle. Mon ami. Je sais que je lis tous les comics pour toutes les émissions, donc voilà, j'aurai plus de temps un jour. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, l'histoire de Civil War 2 commence exactement à l'issue d'avant, au numéro d'avant. C'est-à-dire que le fameux Inhuman qui a le pouvoir de voir dans le futur arrive 1 minute avant le début de l'histoire. Du coup, on n'a pas un sentiment de culmination, de finalité et effectivement, Grégo, tu l'as dit, tous les adversaires des deux camps débarquent au moment où le problème se passe. C'est-à-dire que en gros, si tu étais du côté droit de la pièce quand Tony Stark et Captain Marvel étaient en train de discuter, tu te retrouves automatiquement dans son équipe, t'as même pas le choix, on les entend pas s'exprimer, donner leur point de vue sur le sujet, c'est assez Il faut que artificiel. sans compter que Grégo. par moment tu peux être à 2 endroits différents, notamment Thor qui est dans 2 cases différentes, il fait 2 choses. Ah, j'ai pas vu Ouais, ça. à un moment il est avec tout le groupe et l'image d'après en fait il transporte quelqu'un d'autre. Je sens que l'éditeur a pas fait son boulot à ce moment-là. Il faut quand même chercher des choses positives à dire, et au-delà de mon rant qui venait un peu du cœur, c'est quand même le taf de sa vie de David Marquez. Le dessinateur, il fait du travail très potable. Je veux dire, c'est pas Olivier Coipel qui avait fait le numéro 0 oui. et qui était vraiment super. C'est pas Jim Cheung qui fait le numéro Free Comic Book Day qui sert de prélude, où Thanos se fait ratatiner simplement parce qu'on leur a dit hey, il y a Thanos qui arrive, et du coup ils nous font un comité d'accueil avec des guns pour buter Thanos. C'est kitschouille. Il y a quand même des choses positives, et c'est absolument pas lié à Civil War, évidemment. Les comics, tu l'as dit, les comics Captain America, tout ce qui est lié à Captain America, c'est-à-dire Captain America Steve Rogers et c'est lequel, c'est le deuxième, c'est Sam Wilson. C'est Sam Wilson. Captain America Sam Wilson sont vraiment excellents. En ce moment, je crois que c'est Nick Spencer. Nick Spencer fait un boulot extraordinaire sur Captain America. Il a une Donc il y a 2 séries, hein, c'est ça qu'on Ouais. essaie de vous dire. il a une Steve histoire. Rogers et Captain America, Il a une en fait. histoire très ambitieuse sur laquelle vous êtes sans doute revenu il y a quelques émissions. Et il arrive à un aboutissement intéressant, puisque dans le numéro qui fait fin à Civil War, et qui est même pas dans Civil War, tu vois, tu sens à quel point c'est mal organisé, quoi. Ça veut dire qu'il y a 10 numéros pour raconter un truc aussi simple. Dans un numéro qui s'appelle Oath, qui sert de conclusion, il y a vraiment quelque chose qui se passe d'intéressant dans le monde Marvel. Je peux pas en parler Non, parce que je l'ai pas lu. en termes mais si tu lis Captain America, tu le sais. Il se passe un truc très intéressant, et ça fait écho jour pour jour à ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Ah oui, d'accord. Vraiment jour pour jour, et tu sens que là il y a eu un travail de planification et qu'ils l'ont retardé pile pour que ça soit pile au bon moment par rapport à l'élection de Donald Trump. C'est vraiment bien vu.
Il y a des trucs qui sont vraiment une référence évidente à ce qui est en train de se passer aux États-Unis, aux inquiétudes qu'ont la moitié des Américains. Et c'est vraiment du bon taf, quoi. Nick Spencer a vraiment fait du bon taf. Et par moment, même quand un crossover est un peu foiré, j'ai dit pas du bien de Civil War, mais de Civil War, on a quand même eu un des plus grands arcs de tous les temps de Captain America avec Brubaker. Et il faut pas nier quand même que des mecs, parfois, on leur file des bâtons dans les roues et ils doivent se coltiner un crossover et qu'ils arrivent quand même à sortir quelque chose d'intéressant. Je citerai aussi Choosing Sides, qui est pas mal parce que c'est une anthologie, c'est plein d'histoires différentes. She-Hulk, tu vois, enfin tous les personnages, Miss Marvel, enfin ils ont tous un petit arc. Il y a des dessins qui sont vraiment super. C'est vraiment en fonction des histoires, c'est une anthologie. Pareil, c'est collectif, ouais, donc il y a plusieurs artistes. Il y a des artistes qui sont super. Il y a Marguerite Sauvage qui a fait un arc qui est vraiment super beau. Non, il y a quelques petits trucs intéressants. Et si je me permets, à nos auditeurs, tout ce que fait Al Ewing vaut le coup d'être lu. C'est le mec qui écrit Ultimate et New Avengers. C'est un mec qui a des plans, c'est un mec qui écrit pas n'importe quoi, et je pense que c'est un mec à suivre. Je dis pas que c'est le futur Hickman, mais il a une patte, et honnêtement, tout ce qu'il fait, je le suis d'assez près. Donc moi, je recommanderais tout ce qu'il a fait lié à Civil War 2. Et sinon, après, Iron Man écrit par Bendis. C'est chiant. Même Spider-Man écrit par Bendis. Ça s'appelle Invincible, c'est ça ? Il y a Invincible et il y a Indomptable. Non, je sais plus comment il s'appelle l'autre. Il y a pas International aussi ? Il y a International, ça s'est arrêté et c'est remplacé par. Oh là là, je sais plus lequel. Ça commence par un I aussi et c'est en fait l'histoire de Doctor Doom qui prend une armure d'Iron Man, quoi. Et c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Il faut lui dire à Bendis, je sais pas. Mais ce mec fait vendre. Hein. Ce mec fait vendre. Il a quand même réussi des coups de maître. Il a relancé les Avengers quand personne n'y croyait. Et sans doute, il n'y aurait jamais eu des films d'Avengers sans Bendis, il faut se le dire. Hein. Mais ce qu'il fait dans le comics de super mainstream, en ce moment, il est en train d'écrire Jessica Jones. C'est super, Jessica Jones. Il reprend l'histoire de Jessica Jones. Post-série télé, tout ça, c'est vraiment pas mal. Donc c'est là que ce que tu lui reconnaissais au début, comme quoi il savait écrire des histoires pour des personnages un peu street level. Son Daredevil était potable, hein. Vraiment, il y a des super moments dans son Daredevil. C'est un mec qui sait faire les mecs, comme je te disais, les mecs de la rue, les toxicos, qui sait faire des trucs comme ça. Et les super-héros, il sait pas vraiment faire. Et c'est pas la peine de continuer, quoi. Du coup, on est dans un crossover qu'on voulait pas forcément, avec un auteur qui sait pas gérer ce genre de truc. Oh, crois-moi qu'il y a un autre crossover tout pourri qui arrive derrière. Vas-y. Il y a Inhumans vs X-Men. Ah oui, c'est qui est vraiment le truc pour foutre les Inhumans sous le tapis. Parce que ça fait. T'es sûr ? C'est pas le sens ? Ah si, c'est ça. C'est pour garder les X-Men et... Ah, c'est garder X-Men. Ils rebootent toute la ligne X-Men. Ok. Et c'est positif parce que moi, je préfère les X-Men à ces clowns. Mais. T'es tellement inhumaniste. Mais non, mais Inhumans. J'adore les Inhumans quand c'est Jack Kirby, quoi. Ces mecs-là ont été créés pour tenir la comparaison face au Fantastic Four. Mais clairement, qui ça. En sortie de Gorgon et Karnak et Medusa, je veux dire, et Crystal. Qu'est-ce que t'en as à foutre ? Et de leurs chiens qui se téléportent. Qu'est-ce que t'en as à foutre des Inhumans ? Et de leur Terrigen Mist. Est-ce que tu as lu ce qui s'est passé dans les X-Men, le fameux clash avec les X-Men et qui explique pourquoi Cyclops est mort ? C'est nul ! Et tout ça, c'est parce que les éditeurs leur disent bon, bah, faut nous expliquer, faut qu'on arrive d'un point A à un point B, il faut nous faire l'histoire au milieu. C'est nul, c'est pas intéressant. En tant que fan d'X-Men, je trouve ça naze. En tant que fan de BD, je trouve ça con. Du coup, ouais, c'est pas très joli chez Marvel pour toi, là. Non, il y a des super comics Marvel en ce moment. Il y a des comics Marvel vraiment bien, mais il faut juste être sélectif, faut pas éviter aller... Non, et attends, tu sais quoi, après un truc comme Secret Wars, tu peux pas tout réussir bien, mais il y a vraiment des chouettes propositions en ce moment chez Marvel. Faut juste pas prendre ça, quoi. Après un truc comme Vision, qui est quand même été... c'est vrai que c'est un de tes coups de cœur, ça. C'est un de mes coups de cœur, et je sais que vous l'avez savaté comme c'est pas permis, alors qu'il a été quand même sacré à peu près comics de l'année dans à peu près tous les tops de l'année dernière. On est à contre-courant, tu comprends ? Ouais, mais alors vous êtes passé à côté quand même d'un truc extraordinaire. Alors si je peux me permettre, je crois me souvenir qu'il avait plutôt été encensé dans l'émission. Je crois que c'est toi qui le défendais. C'était Ben. C'est Ben ?
Bon bah bisous Ben. Mais ce que je veux dire, c'est que Vision était vraiment super et il y avait vraiment une vraie offre quoi. Il y a chez Marvel périodiquement de vrais grands talents qui éclosent. Pour moi en ce moment, ce qu'il faut suivre un truc, c'est Captain America. Captain America m'emballe. Je suis tous les numéros de Captain America avec intérêt et puis bon, Spider-Man, c'est toujours chouette. Là, la conspiration des clones, ça va quoi. C'est n'importe quoi, mais j'accepte quoi. T'as un grand cœur, t'es très tolérant, on trouve. Mais non, mais attends, tu sais quoi, j'essaie de tout lire et quand ça vaut vraiment pas le coup, je te le dis quoi. Genre, vraiment... Non, c'est bien, tu nous fais gagner beaucoup de temps. Mais dès qu'il y a Inhumans, je sais que je vais me faire chier quoi. Oh là là, c'est bien. Attends, ils sont quand même responsables d'une des meilleures blagues de Civil War. Celle justement où ils veulent se téléporter tous les Inhumans avec leurs chiens et que pour une raison que j'explique pas, Carol Danvers est coincée, elle dit ouais il y a moyen que je prenne et t'as Medusa qui fait bah non en fait il y a pas de place et on se casse et j'ai trouvé ça très très drôle. Moi j'aime Lockjaw mais rendez-nous les fantastiques quoi, ça y est c'est fini tout ça. Est-ce que bonjour c'est Adrien. Bonjour. Est-ce que vous pensez que ce forcing là sur Inhuman et qui du coup va être annulé visiblement dans ce que tu me dis quand ils seront contre les X-Men, ça a un rapport avec cette tentative de film? Est-ce que ça a un rapport avec aussi le fiasco de Agent of Shield qui a voulu imposer Inhuman aussi? Il y a beaucoup de rapports là-dedans, il y a beaucoup de politique. Marvel essaie de tirer les ficelles parce qu'ils ont une licence. Ils ont essayé de pousser les Inhumans au chausse-pied, mais ils ont vu les ventes calamiteuses. Est-ce qu'il y en a autour de cette table qui lit Uncanny Inhumans? Non, voilà. Et moi, je les ai lus, les trucs. On se fait chier. Et pourtant, il y a eu des talents, il y a des mecs qui ont essayé d'écrire. C'est juste que c'est pas. Il y a eu 3 comics Inhumans en même temps, ça fait plus que Superman. Genre, Superman, il y a eu moins de titres en même temps, toute une semaine. C'est pas possible. Les gens, ils bouffent pas n'importe quoi. Et on peut pas leur servir. Ils veulent du X-Men parce que les X-Men ont quand même une histoire. Les X-Men, la colonne vertébrale de Marvel. C'est mon premier comics Marvel, tu vois. C'est pas genre si moi les X-Men deviennent l'espèce de faire-valoir du monde Marvel, ça me fait chier. Et voilà, Civil War 2, comme leur crossover avec Inhumans, c'est du chausse-pied, c'est des éditeurs qui ont essayé et ils se sont entêtés, comme je disais au début, c'est qu'ils s'entêtent et au bout d'un moment, ils se rendent compte que ça se vend pas et que les gens achètent pas et qu'en plus ils en parlent pas entre eux, que ça fait pas de buzz, ça fait pas de vente en TPB et après, mais qui ensuite a envie de voir ça à la télé, qui a envie de voir un film Inhumans? Ils se sont déballonnés parce que personne ne va aller voir ça. Mais en même temps, il y a peut-être le miracle Guardian of Galaxy et le miracle Guardian of Galaxy. On sait jamais comment marche le business. Mais je pense que les Humans, ils se sont un peu gourés. C'est des mecs qui ont été créés pour être un peu des antagonistes de Fantastic Four, quoi. Rendez-nous les Fantastic Four. Où sont les Fantastic Four en ce moment? Ils sont nulle part. Voilà un titre qu'il faudrait faire, quoi. J'imagine le titre. Où sont les... Ouais. Oui, c'est vrai que... Et du coup, là, ils sont même pas dispatchés dans des univers... Si. Mais attends, c'est ça le pire. C'est ça le pire, putain. On fait le recap du Marvel Universe avec Daniel aujourd'hui. C'est que Human Torch, Johnny Storm, et il est avec les Inhumans, putain. Il est avec ses pecnos. Et moi, j'ai envie de le voir avec Reed Richards, j'ai envie de le voir avec The Thing, j'ai envie de voir les Fantastiques. Et là, il me file des équipes qui m'excitent pas. Ceci dit, et c'est ça que j'appelle les petits miracles éditoriaux, c'est que je parlais de Karnak, de Warren Ellis. Ils ont donné Karnak à Warren Ellis. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Warren Ellis était dans le bureau? Il s'est dit ouais, je vais prendre Karnak. Ou il s'est dit putain, j'ai une idée de concept. Mais Karnak en ce moment, c'est de la balle. Voilà, ça c'est un très très bon Marvel qui est très sous-estimé. C'est vraiment, c'est plutôt beau. Et c'est des philosophes qui font du kung-fu sur la lune, quoi. J'ai envie de lire des trucs comme ça. Si t'as aimé Moon Knight, je pense que t'as beaucoup de chance d'aimer. D'ailleurs, si je me trompe pas, c'est Adrien qui a fait la review et de Moon Knight et de Karnak, je pense. Mais Brofist, mon pote, c'est ça. Brofist hors antenne. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais il était intense, ce Brofist. Qu'est-ce qu'on peut te demander encore pendant que t'es là, Adrien? Vous avez des questions? Profitez-en, balancez. Oh, tu sais quel est mon coup de cœur de l'année? Quel est ton coup de cœur de l'année 2017? Non, 2016. 2016, parce que bienvenue sur Daniel Outcast. Vous en avez pas parlé. Ah, mais non, moi je viens pour le prochain crossover. Le prochain crossover, je viens pour Secret Wars 2 l'année prochaine ou pour Civil War 3 dans 3 ans. Écoute, mon comics coup de cœur, j'en ai parlé dans After Eight, qui est mon podcast à WAM avec mon camarade Cooks, qui est un de vos très fervents auditeurs, si vous le saviez. Nous savons. Et écoute, je lui en parle souvent et je pense que je vais lui acheter toute l'intégrale. C'est Transformers.
More Than Meets the Ice. Et tu sais quoi, IDW, moi je pensais pas que c'est possible de m'intéresser à des histoires. J'adore les Transformers en tant que tels, c'est des super jouets, c'est super balèze, mais ça reste quand même des mecs, des robots qui se transforment en truck et genre il faut faire des histoires intéressantes avec ça. Donc c'est pour ça que j'ai jamais aimé quand j'étais gamin. Alors là c'est parce que non, c'est trop de la balle. Visuellement c'est vraiment génial. Conceptuellement genre le robot qui se transforme en gun. Mais l'idée de More Than Meets the Ice est géniale, elle est géniale. Les Autobots et les Decepticons ont été en guerre pendant des millénaires, 4 millions d'années. Et là ils ont signé un traité de paix. C'est la paix. Et qu'est-ce que tu fais quand t'es en paix, quand t'as été un robot de guerre pendant toutes ces années ? Optimus Prime, il se rend compte qu'il est plus le mec pour être leur leader. Et tel le général de Gaulle, il se casse. Il fait un exil. Non, mais Optimus Prime se barre. C'est un général de Gaulle robot. Il rage quit. Non, mais non, il dit non, c'est plus mon taf. Général de Gaulle. C'est plus mon taf. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a à ce moment-là un gouvernement qui reste sur Cybertron, avec tous les classiques Transformers, et l'équipe de More Than Meets the Ice, qui prennent un vaisseau. Et si vous connaissez la série Red Dwarf, est-ce que vous connaissez Red Dwarf ? Ça vous dit que... Si, c'est Ouais, un voilà. truc anglais, SF. Ouais. Mais moi, mon petit Adrien, il connaît, là. Il a hoché la tête, il a opiné. Et du coup, c'est une équipe de robots. En plus, c'est des robots très mineurs. C'est Zwerv, c'est des Cyclonus, c'est ceux qui sont pas connus. C'est Rodimus Prime qui prend la tête de cette estafette, de ce vaisseau de l'espace. Et ils partent à la recherche de The Lost Lights of Cybertron, des chevaliers de Cybertron, un mythe. Et peut-être qu'ils sont en train de pourchasser un mythe, on ne le sait pas. Et ça dure 55 numéros. Wow. 55 numéros. Ouais, mais ça dure 55 numéros. C'est comme une première et une deuxième saison d'une série. Et là, je vais juste préciser, c'est extraordinaire. C'est un comics, je pense que c'est le meilleur comics mainstream que j'ai lu depuis. Je pense que c'est on par avec Secret Wars. C'est vraiment c'est extraordinaire. C'est un mec qui avant écrivait des fanfics sur Transformers, qui écrit maintenant cette série. Et c'est un mec qui planifie son travail comme le fait Hickman, comme le fait Alan Moore. C'est un mec qui planifie énormément. Ça paye énormément de suivre cette série, de comprendre et de la relire. J'en suis à ma 5e relecture cette année. Vraiment, j'adore cette série. Les robots ont tous ils ont une âme et ils vont te toucher. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'il arrive quand même à toucher des sujets comme l'homosexualité. Et je ne pensais pas que l'homosexualité entre deux robots, entre un robot de truck et un robot qui se transforme en cassette, ça puisse me toucher. Mais il se passe des trucs dans ce comics. Je pense que... Il doit y avoir des histoires d'autoradio, j'imagine ou... Non, l'autoradio, il reste sur Cybertron. Et... Mais il y a personne parce que désolé, je suis vraiment pas familier de Transformers et on va bientôt conclure là-dessus. Comment se fait-il que des guerriers millénaires qui viennent de galaxies très très lointaines arrivent à avoir des formes d'objets de notre vie de tous les jours avant qu'ils arrivent? C'est expliqué dans la série, c'est que par moment, en fonction des endroits où ils allaient, ils prenaient la forme de... je veux dire, même dans le film, c'est expliqué. J'ai pas vu ces films, je ne vais pas voir les films de... Mec, il faut t'intéresser à la pop culture. Anyway. More Than Meets the Ice, c'est vraiment génial. Mon pote, tu vas pleurer pour des robots. C'est ça qui est étonnant. J'ai pas de souvenir d'un comics aussi bon depuis très 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 longtemps. Et je pense que Hawkeye peut-être, tu vois, un truc comme ça, c'est vraiment un truc d'un niveau très 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 élevé. D'accord, parce que tu le places très très haut. Ah non, c'est génial, c'est vraiment super. Et honnêtement, et je sais que c'est 55 numéros, ça fait 10 TPB, mais le truc c'est que si vous lisez en ligne, il y a des Humble Bundle, des trucs comme ça, genre pay what you want pour 30 numéros. Pour 30 numéros, tu payes $2 ou ce que tu veux. Je suis un connard. Ouais, non, mais vraiment. $3, allez. Ok. Mais tu peux payer pour pas cher. Il y a vraiment des promos. Moi, j'ai eu mes comics en promo comme ça. C'est comme ça que je me suis initié. Et c'est vrai que j'ai senti le buzz monter aux États-Unis, quoi. Il y a vraiment beaucoup, genre plein de gens qui le mettaient dans les tops de l'année des années précédentes. Et je me suis dit, putain, il se passe un truc. Et je ne pensais pas que je pouvais être touché à ce point-là par une série de robots. Moi non plus. Mais c'est non mais je pense, non, je ne sais pas. Est-ce que je devrais essayer?
Moi, je te le Daniel me dit que oui. Mec, il me dit que c'est comme Hawkeye. Non, tu sais quoi, je te le survends pas. Mais je pense que si tu te donnes la peine, de lire, et si tu te donnes la peine vraiment de te plonger dedans, tu seras pas déçu. Mec, ça vient d'une série que tu connais pas, avec des univers que tu connais pas et des personnages que tu connais pas. Tu Mais vas forcément attends. pas aimer. J'ai bien aimé Princesse Leia alors que je déteste Star Wars. Et en plus, il y a un truc. Pour conclure, Daniel. C'est que c'est quand même très accessible pour les gens qui comprennent pas, qui ont jamais vu Transformers. Et bah à ce Qui moment-là, ont c'est jamais pour vu. moi. Genre, si tu prends le premier de Morven Meets the Eyes, si tu sais juste un truc, c'est que Optimus, et même c'est précisé qu'Optimus c'est le chef et il se barre. Voilà, c'est C'est tout. celui qui est bleu, blanc, rouge là. Ouais, je vois. C'est celui qui a le camion. D'accord. Voilà. Ouais. T'as pas besoin de savoir. Il y a des et en plus, attends, c'est ça qui est génial, c'est qu'ils trouvent Megatron qui est quand même le méchant. Ça va, tu situes Megatron? C'est pas. C'est celui qui se transforme en pistolet. Non, je connaissais pas. Bon, c'est le grand méchant. C'est le grand méchant. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Attends, comment un robot. Enfin, what? peu importe. T'inquiète. Il va avoir un arc de rédemption et c'est ça qui est génial, c'est que un méchant qui est Megatron, il est à peu près c'est Dr Doom en robot. Hein. Il va avoir un arc de rédemption, il va comprendre que son idéologie, que les Decepticons en fait c'était une idéologie et qu'ils sont allés trop loin, ils ont fait 4 millions d'années de guerre. Et donc il va devenir vraiment, c'est un des personnages les plus fascinants de ces dernières années en BD. Vraiment, je ne saurais que trouver de mots. Et merci de m'avoir donné un peu de temps pour parler vraiment de ce comics coup de cœur. Je sais que vous en avez eu plein. J'en rajoute un à votre escarcelle. C'est pas le moins cher, mais c'est vraiment top. Avec plaisir, Daniel, toujours. Et tout ça pour dire que Civil War, ouais, c'est ça. C'est la conclusion de cette émission. Quand Adrien reviendra pour appuyer sur le bout. Adrien, bra Sauveur du monde, mec. Il a mis. Oh, ça faisait longtemps que j'avais entendu. Il a mitraillé le générique avant que je puisse me concentrer. C'est donc la fin de cette émission et 65e. On va dire au revoir à nos chroniqueurs. Au revoir, Zef. Au revoir, Eric. Comment ça va? Ça va et toi? Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Eh bien, on te retrouve sur ton podcast, lequel? Oui, la Ligue des joueurs ordinaires, merci. Twitter, Facebook Aussi. et la suite. Voilà. Grégo, Oui, au revoir Eric. Qu'est-ce que Merci. tu lis en ce moment? ça dépend. Bah là, je lis Transformers More Than Meets the Eye. Je te conseille J'ai déjà Infinity commencé. 8. Où est-ce qu'on te retrouve? Internet, oui, Internet. Et Comics Outcast aussi. @Grégocentrique, c'est ça ton C'est truc ça. sur Twitter? C'est bon, c'est ouvert, on peut C'est ouvert, venez, il y a de la place. Daniel, Salut. merci d'être passé. Bah écoute, à l'année prochaine. Ah, mais pas déjà. Oh là là, Si vous m'invitez, je reviens. Mais oh là là, la porte est toujours ouverte ici pour toi, surtout pour toi. Où est-ce qu'on te retrouve? C'est ta promo? Sur Twitter, @Kamui-Robotics. Jean-Louis l'a préparé. After Eight, le podcast que je présente avec mon ami Quix, after8.fr, il est disponible aussi sur iTunes. Supercinébattle.fr, un podcast que je présente avec mon camarade Papa, qui est, si vous aimez le cinéma, on fait le classement des listes ultimes du cinéma. Voilà, c'est aussi simple que Super ça. concept. Et maintenant, je présente, et je ne parle pas beaucoup, dans MDR, un podcast qui parle de comédie française. Ah, Et mon pote, je sais pas ce que j'ai, mais là, du coup, je laisse parler les gens. Et c'est assez fun. Je fais ton taf, en fait. Sauf que c'est avec la comédie française. Et c'est une année qui commence plutôt bien pour la comédie française. Donc j'ai hâte qu'elle empire pour qu'on puisse bien rigoler. Parce t'as que déjà allé voir l'Ascension? ça m'a fait chier. C'est nul. Je t'avais pas demandé l'avis, j'ai Ah juste bon, demandé si t'allais voir vu ou pas. Oui, je l'ai vu. Et C'est de la merde. sinon, autrement, j'écris de temps en temps sur Gamecult, sur Pixel Le Monde. J'ai un article comics qui arrive sur Pixel Le Alors, Monde. Voilà, ta bio va être plus longue que l'émission. voilà, c'est Mais tout. tu es présent partout, en fait, tu es un tentacule. Bah, c'est mon travail. Adrien. Ouais. Merci pour cette réalisation. Avec grand plaisir. On te retrouve derrière la console. Internet. Nous nous retrouverons le 20 février, un lundi. Ça tombe bien, c'est dans 2 semaines. Enfin, en Pour tout cas, Civil War 3, putain. Exactement, on a déjà les scripts et on va pouvoir cracher dessus en avance. Comme d'habitude, les recommandations sur les réseaux sociaux. Merci de nous suivre toujours aussi nombreux. On se donne rendez-vous donc dans 2 semaines, je l'ai déjà dit, à Daniel. Parle aussi des petites étoiles pour le référencement. Moi, je suis devenu podcasteur professionnel, mon pote. Les étoiles sur le référencement, c'est important Et parce que si c'est comme vous ça que voulez ça qu'on permet. invite Daniel et Henri Michel dans l'émission, mettez des pouces verts, des étoiles. Non, c'est pas des bonnes C'est des médias. étoiles sur iTunes. Des étoiles jaunes. Voilà. Mettez plein d'étoiles jaunes sur notre podcast. Et des commentaires positifs. tant qu'à Dis faire. Adrien, le roi d'Instagram. Adrien, le roi d'un. Ah non, Adrien, allez, adieu. je suis en sueur.
chantez plus là-dessus, là, sur la fin? Ça chante plus? C'est Ben qui chante à chaque fois. Non, on devrait faire des blagues d'outro aussi. Je sais pas, j'avais Greg Copulo, tu sais, ça fait un peu acteur, comédien, porno, je sais pas.